ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. La Palestine n'a plus de mission diplomatique à Washington. Les États-Unis l'ont fait savoir ce lundi. Ramallah dénonce une dangereuse escalade. Toujours aux États-Unis, 17 ans après les attaques du 11 septembre, plus de 1100 victimes ne sont toujours pas identifiées. Une nouvelle équipe gouvernementale mise en place au Mali. Une femme, Kamisa Kamara, nommée ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Commençons ce journal par une nouvelle qui a fait l'effet d'une onde de choc au sein des communautés palestiniennes et des sympathisants de la cause palestinienne. Les États-Unis ont pris la décision de fermer la mission palestinienne à Washington. C'est le haut responsable de cette mission, Saeb Erekat, qui l'a annoncé ce matin, dénonçant une dangereuse escalade dans les mesures de rétorsion américaines. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. C'est la dernière en date d'une série de mesures prises par l'administration du président Donald Trump contre la direction palestinienne qui, a, elle, gelé les relations avec les officiels américains depuis la reconnaissance en décembre 2017 par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il s'agit, selon le haut responsable de la mission palestinienne à Washington, d'une nouvelle illustration de la politique de châtiment collectif pratiquée par l'administration Trump contre le peuple palestinien. La décision de l'administration américaine vise à protéger Israël de crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis dans les territoires palestiniens occupés et à démanteler le système et les mécanismes du droit international. Mais les Palestiniens n'entendent pas se laisser faire. Nous prendrons toutes les mesures possibles pour accélérer la procédure à la CPI. Cela renforce notre décision selon laquelle le meilleur moyen d'aller de l'avant consiste à mettre Israël sous le droit international, pas au-dessus. Le 15 février, recevant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump a estimé que la solution à deux États n'est pas la seule voie possible pour la paix. Le 27 mars, la nouvelle ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a annoncé la fin du dénigrement d'Israël au sein de l'organisation. Pour mieux comprendre les contours de cette décision américaine, accueillons Bassel Tourjeman, journaliste palestinien basé à Tunis. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment comprendre cette décision des autorités américaines de fermer la représentation diplomatique de l'autorité palestiniine à Washington? Premièrement, ce n'est pas une surprise pour personne. C'est très attendu ce qu'il va faire l'administration de Trump. Mais les choses les plus importantes, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui ne respectera jamais ses engagements. N'oubliez pas, l'accord de Oslo a été signé dans la Maison-Blanche. Et maintenant, la décision de M. le Président Trump a décidé officiellement de jeter et les États-Unis ne respectera pas ce qu'il était la responsable et les patronats de cet accord palestino-israélien en 1994. C'est très grave. Alors justement, du côté palestinien, on dénonce une dangereuse escalade dans les mesures de rétorsion américaines. Effectivement, ce n'est pas la première fois que Washington prend des mesures sévères contre la Palestine, mais qu'est-ce qui peut justifier cette escalade? La première question, pourquoi Washington a pris cette décision? Avant, il était accusé les Palestiniens qu'ils ont supporté le terrorisme. Maintenant, la Palestine, c'est le premier pays qui travaillait pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Alors, de quelle raison l'Amérique a pris cette décision? Il n'y a personne qui peut comprendre ça dans la communauté internationale. La deuxième chose, la conséquence grave de cette décision, ça veut dire que l'Amérique a poussé à supporter les extrémistes pour aller confronter l'un contre l'autre. Et nous sommes tous contre. Pour les Palestiniens, on travaille
pour vivre en paix entre nous et les Israéliens. J'ai trouvé que le Premier ministre israélien parle que la solution de 2 États palestiniens, c'est impossible d'exister, de 2 États palestiniens et israéliens. Pour moi, c'est très important d'accepter un État pour les 2 peuples. Alors, un État pour les 2 peuples, que va faire la Palestine avec cette série de mesures? Premièrement, on ne peut absolument rien faire parce que c'est la grande puissance américaine. Mais le problème maintenant, c'est quelle crédibilité pour l'Amérique devant le monde entier, devant la communauté internationale, qui va respecter ou accepter ou prendre au sérieux les engagements de l'Amérique, qui va croire ou dit oui, les Américains, c'est des gens sérieux. Il y a une administration qui peut respecter ses engagements parce que parce que les Palestiniens, elles respectent leurs engagements vis-à-vis la processus de paix au Moyen-Orient. Merci Bassel Tourjeman. On vous aura lors de d'autres circonstances donc. Merci. Des milliers de personnes se réuniront demain à New York, Washington, D.C. et Shanksville, en Pennsylvanie, en mémoire des quelques 3000 personnes tuées le 11 septembre 2001 par des avions de ligne détournés contre notamment le World Trade Center et le Pentagone. 17 ans après les attaques meurtrières du 11 septembre donc, plus de 1100 victimes doivent encore être identifiées. Dans un laboratoire de New York, une équipe de chercheurs travaille sans relâche pour identifier leurs restes. Jour après jour, ils répètent le même protocole des dizaines de fois, comptant sur les avancées technologiques pour améliorer donc leur recherche. Arzouma Compaoré. Tout commence par l'examen d'un fragment d'os trouvé sur le site des ruines des Tours Jumelles. À ce stade, il n'a pas encore été préparé pour le test d'ADN. Le fragment est coupé et transformé en poussière fine, puis mélangé à 2 produits chimiques pouvant exposer puis extraire l'ADN. Mais le succès n'est pas garanti. Le feu, la moisissure, les batteries, de la lumière solaire, le carburant, tous ces éléments qui détruisent l'ADN étaient présents à Ground Zero. Les 22 000 restes humains trouvés sur le site depuis les attaques ont tous été testés, entre 10 ou 15 fois déjà. Jusqu'à présent, seuls 1642 des 2753 personnes décédées dans les attentats de New York ont été officiellement identifiées. Même s'il est arrivé que les années passent sans qu'aucun nouveau nom ne soit rajouté à la liste des identifiés, tout le monde ici garde espoir. Quand on identifie un de vos proches, cela vous ramène à ce jour, à la manière horrible dont il est mort. Mais cela vous donne aussi un peu de réconfort et la possibilité de donner un enterrement convenable à son être cher. Le rôle des proches est essentiel car seule la comparaison de l'ADN des restes avec un échantillon fourni par les familles peut permettre l'identification. Aujourd'hui, des équipes du monde entier viennent à New York pour s'inspirer de l'expérience du laboratoire. Pas moins de 6 personnes ont été tuées ce lundi dans un attentat à la voiture piégée survenu dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Cette explosion a également détruit des immeubles. L'attaque visait le quartier général du district de Otan. Selon un témoin, le véhicule a d'abord foncé sur un barrage avant d'exploser. L'attentat a été revendiqué par les Shebab, un groupe armé affilié à Al-Qaïda qui tente depuis 10 ans de renverser le gouvernement somalien qui bénéficie toujours du soutien de la communauté internationale. Au moins 2 personnes ont été tuées ce lundi en Libye lors d'une attaque contre le siège de la Compagnie nationale de pétrole dans la capitale du pays. Bien qu'attribuée à des djihadistes, cette attaque n'a pas été revendiquée jusqu'ici. Elle a été qualifiée de terroriste par la mission de l'ONU en Libye et les services de sécurité qui ont fait état de kamikazes. Elle a visé un secteur stratégique et vital pour le pays qui lui fournit plus de 95% de ses revenus. Cette attaque intervient 4 mois après un attentat du groupe État islamique contre la haute commission électorale, attaque qui avait fait 14 morts à Tripoli. Selon le New York Times, la CIA est sur le point de mener des frappes secrètes contre les insurgés du groupe État islamique à partir de l'aéroport de Dirkou dans le nord-est du Niger.
Des responsables nigériens et américains confirment à des faits que depuis plusieurs mois, des drones de surveillance partent d'un petit aéroport commercial de Dirkou et surveillent le Sahara et notamment le sud de la Libye. Cette utilisation de drones est un retour à une politique qui avait été réduite lors de l'administration Obama et qui a été restaurée par le président Donald Trump. Les mouvements de personnes et de biens sont interdits dans la région du nord-ouest anglophone au Cameroun entre 18h et 6h du matin, et ce jusqu'à nouvel avis. C'est la décision prise par le gouverneur de la région. Cette décision intervient après l'attaque d'un convoi de bus dans la nuit de samedi à dimanche, attaque au cours de laquelle un chauffeur d'autobus a été tué et plusieurs autres personnes blessées. L'incident perpétré par des individus armés s'est déroulé, selon la télévision d'État, à Akoum, village situé à quelques kilomètres de Bamenda, dans le nord-ouest anglophone. Joshua aussi, l'un des candidats à la présidentielle du 7 octobre, s'est prononcé là-dessus. C'est impensable que devant la porte de la résidence du gouverneur du Nord-Ouest, que devant la capitale dans le chef-lieu du Nord-Ouest, qu'une centaine de personnes viennent bloquer la circulation pendant plus de 3 heures, utilisent une excavatrice, coupent la route en deux et tout le temps de faire ce travail-là et repartent sans qu'il y ait un seul coup de feu tiré. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer et dont les Camerounais requièrent plus d'informations, où on a encore beaucoup trop de questions non répondues dont le gouvernement devra venir répondre. Mais en tout cas, il est évident que ça ne ressemble pas au modus operandi des sécessionnistes dont on a l'habitude jusqu'à présent. Et c'est plutôt une nouvelle approche, si ça vient d'eux, qui a vraiment trop de questions. C'est extrêmement louche. Ce qui est en train d'arriver en ce moment, ce qui est arrivé il y a moins de 48 heures, est inexplicable pour un pays qui dépense des centaines de milliards pour son armée, pour un pays qui est censé être gouverné, pour un pays qui a une armée très professionnelle avec des militaires qui sont dévoués à la tâche, que je connais personnellement. Le Mali a un nouveau gouvernement pour le second mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le double objectif sera la sécurité et la lutte contre l'insécurité. Le Premier ministre reconduit après la victoire électorale d'Ibeka a réduit la taille de cette équipe et fait appel à plusieurs femmes, nous dit Gabi Dorsi. Le nouveau gouvernement du Premier ministre Soumeïlou Boubé Maïga compte 32 ministres, dont 11 femmes. Parmi ces dernières, Kamissa Camara, titulaire des Affaires étrangères, dont la triple nationalité malienne, américaine et française et une solide formation en relations internationales, économie et développement, représente un atout dans la diplomatie malienne. Âgée seulement de 35 ans, Mme Camara a également été membre du Centre d'études africaines de l'Université Harvard et a fondé le Centre d'études Sahel Strategy Forum. Autre personnalité féminine dans ce gouvernement, Safia Boli, qui dirigera le nouveau ministère de la Réforme, de l'Administration et de la Transparence. Des déplacements à signaler pour les membres de l'ancien cabinet. Tienan Koulibaly quitte le ministère de la Défense pour celui de la Justice, tandis que le portefeuille de la Défense échait à l'ancien titulaire du pétrole, Tiemoko Sangaré. Les ministres de la Sécurité, de l'Administration territoriale, de la Culture et de la Communication conservent leur poste. L'opposition malienne, menée par Soumaïla Cissé, continue de rejeter la légitimité de la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Autre actualité au Soudan, Omar El-Béchir a limogé son gouvernement. Moussa Abdallah, qui était jusqu'ici ministre de l'Irrigation, a été nommé Premier ministre. Il a été chargé de former un gouvernement resserré pour faire face à la crise économique qui frappe le pays. La décision du président soudanais de congédier l'ensemble des 31 membres du gouvernement a été approuvée par les dirigeants du parti du Congrès national au pouvoir. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. De la danse en RDC, nous en parlons dans ce journal avec le ballet Grand Danseur, un groupe qui a décidé de préserver les danses traditionnelles. Nous revenons sur les huiles essentielles. Vous en avez peut-être entendu parler. Eh bien, au Rwanda, une organisation a décidé de se lancer dans le secteur. Et en football, nous parlons ce soir des performances et contre-performances enregistrées lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Avez-vous déjà entendu parler des huiles essentielles? Eh bien, ce sont des essences végétales de plus en plus reconnues pour leurs bienfaits sur la santé physique et psychique. Au Rwanda, Ikirezi Natural Product, une organisation locale, a décidé d'en faire un centre d'intérêt. L'entreprise est en plein essor, comme l'explique Nicolas Akuzwe dans ce reportage repris par Salwa Jafari. Nous sommes dans une ferme de Gahara, à 3 heures de route de la capitale Kigali. L'air est parfumé, une odeur acidulée de géranium envahit les lieux. Cette plantation produit plusieurs plantes aromatiques destinées à la fabrication de huiles essentielles. Dr Nicolas Itimana s'est lancé dans cette aventure en 2008. Depuis, son entreprise a fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, Itimana travaille avec une centaine de fermes. Oui, c'est une opportunité qui s'est présentée en fait en 2002 quand j'ai fait une étude comme un consultant de USAID pour évaluer le potentiel des huiles essentielles au Rwanda et d'autres plantes comme les épices et plantes médicinales. Du géranium, du patchouli, de la citronnelle, de la lavande, les huiles essentielles constituent les ingrédients principaux d'une industrie du parfum très lucrative. Malgré le succès de son entreprise, Itimana n'a pas oublié ses racines et fait de son mieux pour améliorer les conditions de vie de ses travailleurs. Avant que je commence à travailler ici, je n'avais pas une vie agréable. Je vivais dans la pauvreté, mais après quand j'ai commencé à travailler ici pour ce projet, depuis 2008, ça m'a permis d'améliorer la qualité de vie chez moi. Jusqu'ici, j'ai fait du progrès. Les produits Ikirezi s'exportent à l'international, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne et même aux États-Unis. Ils sont également appréciés par la clientèle des hôtels de luxe. Ikirezi a une histoire si merveilleuse, avec des produits de très grande qualité. Nos serviettes sont imprégnées d'huile essentielle Ikirezi, que nos clients apprécient beaucoup, et cela mène à des ventes en boutique. Itimana a installé de nouvelles distilleries pour répondre à une demande croissante. Une tendance qui devrait se poursuivre. Le marché des huiles essentielles devrait atteindre les 11 milliards de dollars en 2022. Des huiles essentielles, je ne sais pas si c'est utilisé en sport, en tout cas c'est lundi, donc Yacouba Ouedraogo nous réserve comme d'habitude un tour d'horizon des événements sportifs du week-end. Yacouba, il y a eu beaucoup de football ce week-end. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, il y a eu du football, il y a eu du tennis, nous allons en parler. Du foot d'abord pour commencer avec la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Disputée le week-end écoulé, il n'y a pas eu de vainqueur dans le derby ouest-africain. Entre le Togo et le Bénin, 0-0 à Lomé. Un résultat qui fait les affaires des écureuils béninois, mais qui irrite tout de même Claude Leroy, le sélectionneur des éperviers du Togo. On l'écoute. C'est jamais bon de faire un match nul et d'abandonner des points à l'adversaire à domicile, mais au niveau qualitatif, on a cherché à jouer sans arrêt. Les joueurs ont pas mal de mérite. Nous, on a cherché à jouer en permanence. Bon, eux, ils ont cherché à trouver Mounier sur des longs ballons pour trouver des déviations. Ils ont réussi dans leur entreprise, puisqu'à l'arrivée, ils ont fait match nul. Je pense qu'on a manqué un peu de justesse dans les 30 derniers mètres, sur des dernières passes, sur des derniers centres, sur des derniers tirs. Finalement, il a tout manqué au Togo.
Ailleurs, le Maroc s'est relancé face au Malawi. 3-0 pour les Lions de l'Atlas qui prennent la deuxième place du groupe B, tandis que le Cameroun, votre Cameroun John, pays déjà qualifié d'office en tant que nation hôte, s'est contenté du nul 1-1 face aux Comores. Le Sili national de la Guinée a confirmé à domicile en disposant de la Centrafrique 1-0. Et donc les éléphants de la Côte d'Ivoire, eux, se sont repris au Rwanda sur la marque de 2-1, après bien sûr leur échec, on se souvient encore, lors de la première journée, 3-2 à Bouaké donc. La Mauritanie fait aussi le plein dans le groupe I suite à sa victoire 2-0 devant le Burkina Faso décevant. La RDC est retournée à Kinshasa avec le nul 1-1 face au Libéria, même score entre le Congo-Brazza et le Zimbabwe. À noter, le faux pas du Ghana battu 0-1 au Kenya, mais qui garde tout de même la première place du groupe F. Le Ghana, on va le rappeler, qui a évolué sans les frères Ayou. Le Sénégal a aussi été accroché à Madagascar 2-2, de quoi susciter la colère, on se souvient encore aussi, du sélectionneur Aliou Cissé. Nous allons tout de suite passer à ce qui se passe ici aux États-Unis. L'actualité, vous l'avez sans doute suivi, c'est le week-end écoulé avec les finales de l'US Open. Et des finales, ça en a été vraiment. On a vu cette colère noire de la star que vous connaissez bien, Serena Williams, et c'était à New York. La finale, dame, on va le rappeler, a été remportée par la jeune japonaise Naomi Osaka, 6-2, 6-4. Cette finale a surtout été marquée, je le disais tout à l'heure, par l'emportement spectaculaire de Serena Williams, qui a reçu un jeu de pénalité après avoir qualifié l'arbitre de voleur. Une décision que la star américaine a jugée sexiste dans le match. Eh bien, la cadette des sœurs Williams a reçu un premier avertissement pour coaching, puis un deuxième pour bris de raquette, synonyme de pénalité et donc de points à moins. S'en est suivi une discussion musclée en plusieurs épisodes entre Serena et l'arbitre de chaise, le Portugais Carlos Ramos. Et John, vous l'avez sans doute suivi, cette actualité brûlante. Tout à fait, l'actualité brûlante donc ici aux États-Unis. Mais le football, j'aime beaucoup et je vais revenir sur les matchs qu'il y avait ce week-end. On a constaté, n'est-ce pas, pas une très grande performance des équipes africaines qu'on connaît, le Ghana, le Burkina, le Cameroun. Qu'est-ce qui explique cela? Ben écoutez, c'est plusieurs choses. Pour le cas du Burkina, par exemple, le Burkina a évolué sans les frères Traoré, Alain et Bertrand, qui sont très en forme en ce moment, mais malheureusement qui se sont blessés lors des derniers matchs d'avant le début, bien sûr, de cette deuxième journée. Et donc, du coup, ça complique un peu la donne, surtout à l'attaque. Et on sait aussi que tout dépend des conditions dans lesquelles ces joueurs évoluent en Afrique. Au Burkina, en fait, le Burkina, par exemple, a évolué en Mauritanie sur un terrain gazon synthétique. Et pour ceux qui suivent beaucoup le football, ils savent que c'est difficile pour ceux qui jouent sur le gazon naturel, le gazon naturel, d'évoluer sur du synthétique parce que là, il faut changer les crampons, il faut faire beaucoup attention parce que souvent ça blesse. Pour le Cameroun, vous l'avez sans doute suivi, c'était le premier match du duo tant attendu, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, 1-1 au Comores. Ce n'est pas mal, surtout que l'environnement n'était pas du tout ça. Et donc, pour un premier match, il ne fallait pas perdre, bien sûr, pour ce duo d'entraîneurs-là, et c'est ce qui est arrivé. On a vu ce faux pas du Ghana au Kenya. Le Ghana aussi qui a évolué sans les frères Ayou et sans, bien sûr, Asamoah Gyan et autres. Et donc, pour la plupart des grosses équipes africaines, comme vous le dites, ce sont des équipes, bien sûr, qui sont en pleine reconstruction. Et donc, du coup, il faut attendre pour avoir du temps, pour qu'il y ait du rythme, pour qu'il y ait, bien sûr, j'allais dire cette harmonie, bien sûr, qui puisse amener ces équipes-là à être au top niveau. Mais John, je n'avais pas fini, bien sûr, avec mon tennis ici. Voilà, vous m'avez interrompu, et donc je vais y aller. Alors, une colère de la championne américaine Serena Williams, je disais tantôt, que comprend bien son adversaire et admiratrice Naomi Osaka, sacrée bien sûr vainqueur de la finale dame de l'US Open. Ensuite, Naomi. Je sais que Serena était la favorite du public. C'est New York, c'est en Amérique et c'est l'US Open. Je sais que tout le monde savait à quel point elle voulait gagner son 24e Grand Chelem. Pour ma part, je me sentais comme une gamine et je suis convaincue que j'étais dans le public. J'allais être aussi pro-Serena, donc je suis vraiment reconnaissante. Le public a été clément à mon égard. C'était mon premier Grand Chelem et j'ai été très reconnaissante pour cela. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit bien de Naomi Osaka, vainqueur donc de l'US Open 2018. Chez les hommes, moribond il y a 3 mois, le Serbe Novak Djokovic a donné une dimension encore plus spectaculaire à son renouveau en s'offrant le trophée aux dépens de l'Argentin Juan Martín del Potro. Le Serbe de 31 ans s'est imposé en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3.
resté bloqué, il faut le dire, 2 ans durant. Son compteur but, son compteur pas but, bien sûr, il ne s'agit pas de football, il s'agit de tennis. Son compteur donc, de titres en Grand Chelem grimpe désormais à 14, à 6 longueurs des 20 couronnes records de Roger Federer. Et donc, on s'arrête ici pour le sport et on se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Je rappelle que je continue bien mes exercices de tennis aussi. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est connue à travers le continent pour sa forte culture des danses. Les danses pop locales contemporaines avec des mouvements de taille et des coups de pied vifs sont devenus célèbres. Mais certains artistes s'intéressent à des styles plus anciens. Le ballet Grand Danseur est un groupe basé à Kinshasa qui a été créé en 2011 pour préserver les danses traditionnelles des groupes ethniques du Congo. C'est un reportage de Chika Odoua avec un récit de Michel Joseph. Un roulement de reins, un coup de pied et des bras gracieux en phase avec un rythme vibrant, c'est de la danse traditionnelle congolaise. Et chaque semaine, ces artistes se rencontrent ici dans le but de la préserver. Bien sûr, on doit toujours garder nos traditions. Parce que sans nos traditions, dans chaque tribu, il y a des messages qu'on donne là-haut. Nous, les artistes traditionnels, nous, on néglige pas nos traditions. Djuko Nzeza dirige les danseurs. Ils viennent de toute la RDC, représentant quelques 200 groupes ethniques du pays. Ils maîtrisent leur danse traditionnelle, mais c'est un art qui ne reçoit pas autant d'attention que le célèbre soukous africain. Les nouveaux mouvements de danse soukous, partagés sur les réseaux sociaux, deviennent rapidement viraux. Mais pour Abigail Pemba, 20 ans, la danse traditionnelle est sa priorité. Elle travaille son corps pour la réalisation de mouvements acrobatiques. Pour elle, c'est plus qu'une danse. C'est notre domaine. Ma mère aussi, elle danse. Mais en attendant, c'est dans l'héritage culturel traditionnel que ces jeunes artistes s'en vont chercher les pas et mouvements de danse de demain. Voilà, et puis New York, la ville a donné à l'Amérique dans sa Miss 2019. Il s'agit de Miss America qui a été dévoilée hier en la personne de Nia Franklin. 50 dames étaient en compétition cette année. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.